Bonjour à tous, bienvenue sur ce plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec le quotidien La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Aujourd'hui, notre invité est François Sauvadet, vice-président de l'UDI, député et président du Conseil général de Côte-d'Or. François Sauvadet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre vie politique vous a conduit du gouvernement de François Fillon. Vous avez été ministre de la fonction publique. Vous avez été également porte-parole de l'UDF, membre du nouveau centre, et vous avez fait partie avec Jean-Louis Borloo des cofondateurs de l'UDI. Et aujourd'hui, donc, la question du mariage avec l'UDI est une question d'actualité. Nous allons en parler. Pour vous interroger aujourd'hui dans cette édition de Face aux chrétiens, Mathieu Castagnier pour La Croix. Bonjour. Louis Defresne pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et Romain Mazneau pour RCF. Bonjour. Bonjour. Et c'est Mathieu Castagnier qui pose la première question. Bonjour. Alors il semble qu'on soit à la veille de la grande union du centre pour constituer ce qui est connu sous le nom de grand centre entre l'UDI, dont vous êtes vice-président, et le MoDem de François Bayrou. Vous n'avez pas été toujours le plus chaud partisan de ce rapprochement. Est-ce que maintenant vous êtes convaincu qu'il est nécessaire? Et puis deuxième question, pourquoi est-ce que ça traîne? On a l'impression que l'annonce politique a été faite il y a déjà des semaines, des mois, et on ne voit toujours pas d'officialisation, de concrétisation. Oui, pas des mois. Enfin, ce n'est pas des mois que c'est annoncé. D'abord, il y a un constat. On est dans une situation de gravité, de grande gravité pour l'avenir du pays. Et beaucoup de nos compatriotes ne se reconnaissent plus dans l'action du gouvernement, se sentent trompés, floués. Vous avez vu les évolutions, les sondages qui montrent une évolution du vote Front National, qui est un vote de rejet. Et donc, on a une lourde responsabilité, c'est de proposer aux Français un autre chemin que celui qu'ils ont déjà emprunté. Donc, moi, j'en mesure précisément la responsabilité. Et donc, nous avons décidé de nous rapprocher UDI et MoDem, face à un PS qui s'est discrédité par l'action publique et face à une UMP qui est complètement, qui n'a pas réglé son problème idéologique et les problèmes de fond et de réponse aux Français. Donc il faut qu'on s'organise. Simplement ce que j'ai dit, UDI, MoDem. Simplement ce que j'ai dit, on ne peut pas faire abstraction du passé. Et pour se réunir, pour offrir un projet futur, il ne s'agit pas pour les uns ou pour les autres de se renier, de renoncer à ce qu'on a été, etc. François Bayrou a eu son chemin, ça l'a mené droit dans le mur. Vous l'avez connu, François Bayrou? Oui, je le connais bien. J'ai toujours dit que le nini dans lequel il était, ni alliance avec la droite, ni alliance avec le gauche, création d'un grand centre, etc., qui s'imposait à la vie politique, ça allait le mener droit dans le mur. Le constat a été fait que ça l'a mené droit dans le mur. Ça l'a même tellement mené droit dans le mur qu'il n'a plus de représentation à l'Assemblée nationale, y compris lui-même, qui a été sanctionné sur cette stratégie. Qu'il se rapproche de l'UDI. Alors maintenant, il y a un constat. C'est-à-dire il pèse dans le panorama politique, il a une voix qui compte, et notamment sur un certain nombre de grands sujets, nous avons de la convergence politique. Sur le sujet de la dette, sur le sujet de la dépense publique, sur le sujet de l'organisation territoriale, sur la vision européenne. Simplement, c'est sur la vision stratégique d'alliance qu'on avait un désaccord. Et moi, je dis aujourd'hui qu'il n'y a pas de précipitation à avoir dans cet accord. Moi, je suis pour cet accord. Je l'ai toujours dit, UDI MoDem. Si on veut peser sur la vie politique française, si on veut créer une alternative politique, il faut évidemment qu'on se retrouve. Simplement, ce que j'ai dit à Jean-Louis, qui je crois le partage, Jean-Louis Borloo, et ce que j'ai dit à François Bayrou, c'est que si on veut que ce soit une alliance qui tienne la route, avec de prochaines échéances, il faut qu'on mette tout sur la table et qu'on ne mette rien sous le tapis. Y compris les situations locales. Bien sûr. Donc François Bayrou reconnaît qu'il s'est trompé, en quelque sorte, et qu'il est aujourd'hui, il s'est dit lui-même, dans l'opposition nationale. Simplement, ce que j'observe, c'est que dans une trentaine de villes de plus de 20 000 habitants, le MoDem est en situation d'alliance avec le Parti socialiste. Donc je dis simplement, il faut qu'on clarifie la situation. Et ça, si on ne peut pas être dans l'opposition nationale, être dans des stratégies d'alliance locales. Surtout que nous ne partageons pas la même vision que le Parti socialiste sur l'organisation territoriale. Donc je dis, personnellement, je ne participerai pas à un accord si cette clarification politique n'intervient pas, parce que ce sera source vraiment d'incompréhension et d'illisibilité. Comment on peut être avec le Parti socialiste sur le terrain, puis dire à Paris, on n'est pas d'accord avec les choix politiques? Donc la question c'est le cas à Dijon, par exemple. Regardez à Dijon. Le président du MoDem... Et l'adjoint de François Rebsamen, président du groupe du Parti socialiste. C'est donc votre adversaire? Oui, en tout cas, je ne suis pas d'accord avec la stratégie qui est conduite par le gouvernement. Oui, je suis clairement dans l'opposition, c'est ça que vous voulez m'entendre dire. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est clair pour vous. Il n'y a pas de doute. Donc simplement, clarifions. Donc même si on prend une semaine de plus, moi, je ne suis pas de ceux qui sont des précipités de l'action publique. Je crois qu'il faut faire les choses sérieusement. Donc dès lors qu'on aura mis cette charte en place, elle est pratiquement prête. D'ailleurs, qu'on aura réglé les problèmes sur le terrain pour avoir une lisibilité,
alors nous serons en situation d'offrir une alternative politique crédible, humaniste, décentralisatrice, profondément européenne et réformiste. Voilà ce qui est en jeu. Romain Masneau, RCF. Donc si ça va jusqu'au mois de décembre, ça ne me gêne pas. Simplement, ce que je dis, c'est qu'au mois de janvier, il faut qu'on soit en ordre de marche pour mener les premières étapes municipales, parce que pour moi, la reconquête, elle sera territoriale, elle ne le sera pas. Romain Masneau, RCF. Alors, on voit bien les arrière-pensées politiques aussi qu'il y a dans ces velléités d'union. Il y a au moins 3 personnalités dont on peut penser qu'elles pensent à 2017, Jean-Louis Borloo, Hervé Morin et François Bayrou. Est-ce qu'il faudra des primaires ouvertes du centre pour désigner un candidat unique du centre à la présidentielle? Il peut y en avoir d'autres dans la liste. Il y en a d'autres sûrement. Il peut y en avoir d'autres dans la liste d'ailleurs. Non, je crois que d'abord, je veux dire à tous les leaders aujourd'hui de l'opposition, le temps des présidentielles n'est pas venu. On voit bien que ça pèse dans ces velléités d'union, qu'il y a des calculs, des arrière-pensées. Mais attendez, moi, je veux parler sérieusement aux Français. Est-ce qu'aujourd'hui, la préoccupation des Français, ce sont les présidentielles qui auront lieu dans 3 ans et demi? Enfin, il faut être sérieux. Ça donne une image de gesticulation. Aujourd'hui, quels sont nos rendez-vous? Nous avons le premier rendez-vous dans les 36 000 communes de France, qui est le rendez-vous des municipales. Je souhaite qu'à cette occasion, on ait un rendez-vous de proximité avec les Français. Moi, je suis de ceux qui pensent que dans chaque commune de France, on doit porter le débat sur la nouvelle vision que nous voulons pour notre pays. Voilà, face à une gauche qui s'est discréditée et qui n'est pas à la hauteur des promesses qu'elle a fait miroiter au pays. Et la crise est là, durablement ancrée. Les Français la vivent. Donc le premier échéance, ce sont les municipales. On aura ensuite des européennes. Ce sera l'occasion de dire qu'est-ce qu'on veut comme France dans l'espace européen face à la globalisation, y compris sur les problèmes d'immigration. Et puis nous aurons la 3e étape qui sera celle des échéances sénatoriales, puis les départementales, puis les régionales. Alors franchement, à tous ceux qui pensent présidentielle, je leur donne rendez-vous après les régionales. Tout ça est beaucoup trop tôt. Donc moi je dis même que pour l'instant, n'engageons pas le débat. En tout cas, c'est ce que je recommande à Jean-Louis et à François, qui sont les plus proches. Je leur dis, le débat des présidentielles, c'est après. Donc je l'adresse aussi à Jean-François Copé, à François Fillon et à tous les amis politiques. On se calme sur les présidentielles. Mathieu Castagnier et Exactement. Louis Dauphren. La première échéance, vous le rappelez, c'est les municipales. Il y a 36 000 élections locales, mais il n'y a qu'une seule capitale. À Paris, à votre avis, l'UDI doit faire, l'UDI ou le nouveau grand centre doit faire des listes autonomes pour marquer qu'il est une force politique, ou bien rejoindre la droite pour marquer que c'est son camp? Moi, je crois qu'il faut, c'est pas rejoindre, il faut ouvrir une nouvelle page à Paris, voilà, tout simplement. Des listes autonomes et je pense qu'aujourd'hui, pour ouvrir une nouvelle page, si on veut avoir des chances de l'emporter, il faut qu'on crée les conditions d'une union. Ce n'est pas un ralliement, les conditions d'une union. Je crois que Marielle de Sarnez, par exemple, a porté le problème du logement comme étant la première des priorités. Je pense qu'il y a le problème du transport, qui est aussi une des très grandes priorités. Il y a le problème de la place de Paris, le problème de l'organisation territoriale, le Grand Paris, qui est aussi une des vraies questions, qui pose question précisément. Donc sur tous ces sujets, nous avons porté un message avec Saint-Étienne, avec Christian Saint-Étienne, Yves Pozzo di Borgo. Donc je souhaite d'abord qu'on avance groupé pour une discussion sereine, groupé avec le MoDem. D'accord. Voilà. Et dès lors qu'on aura levé les problèmes, parce que vous êtes pour des listes autonomes au premier tour à Paris? Non, je vous dis, je suis favorable pour espérer l'emporter à une union dès le premier tour. UDI MoDem avec Nathalie Kosciusko-Morizet dès le premier tour. Voilà. Ok, mais vous avez compris sur Paris. Je crois Radio Notre-Dame. Clair parce que c'est un enjeu national aussi, Paris, comme d'ailleurs les 36 000 communes sont aussi un enjeu national. Chacune. Il n'y a pas de Paris Louis en France. Dauphren, Radio Notre-Dame. On a compris que il y a Lyon, il y a Marseille, il y a on va y venir. Il y a Dijon. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. On a compris que vous vouliez en finir avec une certaine forme d'opportunisme politique quand même, qui consiste. Oui, c'est clair. Donc il y a un effort de clarification, c'est le mot aussi que je retiens. Quand on parle aujourd'hui de tripartisme, qui n'est pas terminé, voilà. On va attendre. Quand on parle aujourd'hui de tripartisme, on ne parle pas du centre. On met dedans le PS, le MP et le FN. Le FN est-il au centre de la vie politique, François Sauvadet? Non, mais je crois que d'abord, c'est la vraie réponse. Vous n'êtes pas sur le podium de la sélection des 3 partis majoritaires. Oui, voilà. Mais vous ne pouvez pas dire qu'on n'existe pas non plus. Non, mais on a un groupe politique à l'Assemblée, on a un leader, on a fait un grand chemin. Vous savez, où est le centre quand on est 3? C'est ça que je veux dire. Permettez-moi de vous dire que le centre revient de loin. De division en division, d'ailleurs qui ont correspondu à des choix politiques. Certains centristes ont fait le choix du parti unique à l'UMP. Je n'ai jamais fait ce choix. Parce que je pense qu'en effet, la bonne réponse politique n'est pas un face-à-face UMP-PS.
Parce que quand vous avez un face-à-face du bipartisme UMP-PS, lorsqu'il y a une telle désespérance du peuple, où va le peuple ? Eh bien, il va au Front National, où il va... D'ailleurs, j'ai fait une proposition de loi dont j'espère qu'elle va passer, et j'en appelle au gouvernement pour qu'elle passe, c'est pour faire reconnaître le vote blanc, afin que nos compatriotes qui ne se reconnaissent pas dans l'offre politique ne soient pas conduits systématiquement à aller vers l'extrême gauche ou vers l'extrême droite, mais qu'ils puissent exprimer leur désaccord avec la classe politique. Oui, le centre vient de loin, mais en même temps, on a porté cette flamme. Moi, je pense que l'organisation politique de la vie en France ne peut pas se résumer à une droite et une gauche. Il y a place pour un centre droit, humaniste, profondément européen, fédéraliste, aussi avec une vision de la famille, une vision aussi de la société, du vivre ensemble qu'on doit porter. Cet humanisme-là, aujourd'hui, il n'est pas porté par l'UMP, il n'est pas porté par le Parti socialiste. Donc il y a un espace politique pour créer une alternative. Et c'est ça qu'on est en train de créer. On ne le fera pas seul, dans une stratégie d'alliance avec ceux qui sont plus proches de nous, c'est-à-dire plutôt la droite républicaine que la gauche, qui est plutôt dans une stratégie d'enfermement avec l'extrême gauche. Mathieu Castagnier-Lacroix. Voilà, je crois que c'est assez clair. Vous dites que nous sommes dans une stratégie d'alliance avec la droite. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet d'un certain nombre de messages, de propositions, d'orientations qui semblent éloigner une partie au moins de l'UMP des valeurs humanistes, centristes, européennes? Donc les dernières déclarations de François Copé sur le droit du sol, de François Fillon. Oui. C'est vrai que l'UMP n'est pas au bout de son chemin idéologique, je l'ai dit. Sur sa vision européenne, il va y avoir un vrai débat. Mais est-ce que ça peut entre remettre ceux en qui cause sont du votre centre idée d'alliance avec l'UMP? Non, mais simplement, d'abord, je dis que le chemin idéologique de l'UMP n'est pas arrivé à son terme. Et qu'il y aura une clarification à faire au sein de cette famille politique. Ce qui fait que si nous créons, nous, avec le MoDem et l'UDI, dans la clarté des alliances, parce qu'il ne s'agit pas de recommencer le film de 2007, ni de 2002, où François Bayrou a fait de nous un parti qui ne devenait plus un parti de gouvernement de la France. À quoi on sert si on ne participe pas au gouvernement de la France, dans une clarté d'alliance avec la droite républicaine? Bon, moi j'ai plaidé pour qu'on soit un parti de gouvernement. J'ai plaidé également pour qu'on se retrouve pour peser dans la vie politique française, mais sans refaire le film de 2007. Sans se retrouver en 2012 avec un François Bayrou qui avait appelé à voter Hollande. Je ne l'oublie pas. Pour autant, il y a une nouvelle page à ouvrir. Cette nouvelle page, elle ne se fera pas sans nous. Et je dis que dans la situation de crise que vit la France, il y a un nouvel espace à nous de l'occuper et à nous, effectivement, de le faire avec des alliés qui sont plutôt la droite républicaine. Alors sur des sujets, c'est vrai qu'il y a une tendance à l'UMP très droitière. Certains ont parlé de dérive droitière. Je ne sais pas si c'est une dérive, mais en tout cas, il y a une tendance très droitière. Ça vous préoccupe? Ça ne me préoccupe pas. Je veux dire, je la constate. Il appartient après à chacun de faire son point de vue là-dessus. Évidemment, ça va créer une discussion. Évidemment, nous qui créons ce nouvel espace politique qui doit être occupé avec une nouvelle, non pas formation politique, mais une nouvelle coordination politique avec le MoDem, j'espère que nos camarades de l'UMP, nos amis de l'UMP centristes, nous rejoindront un jour lorsqu'il y aura cette clarification idéologique et politique. Elle viendra peut-être au moment des européennes, peut-être après, mais elle viendra, assurément. Romain Masneau, RCF. Vous parliez du flou idéologique de l'UMP. Après l'affaire Leonarda, le président de l'UMP, Jean-François Copé, a proposé une réforme du droit du sol pour que les enfants nés en France de parents étrangers ne deviennent plus automatiquement français à leur majorité et en fasse une demande explicite à 18 ans. Est-ce que sur cette idée, vous êtes d'accord sur cette proposition? Non, d'abord, moi je ne suis pas d'accord sur cette proposition ni sur l'opportunité de la mettre sur la table aujourd'hui. C'est pas le moment. On l'a déjà connu assez récemment, en 93, avec Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, qui avait... Oui, je sais bien. Bon, on voit bien que ce débat fait partie d'une querelle des chefs au sein de l'UMP. Mais que je pense que le droit du sol est clairement une grande tradition républicaine française et que si on doit le faire bouger, ça ne peut être que dans un consensus national et dans le cadre d'une convergence nationale multipartie, y compris avec l'opposition et la majorité. Donc ce n'est pas le moment de le mettre sur le tapis. Par contre, ce qui est le moment de mettre sur le tapis, c'est les conditions dans lesquelles on règle le problème des sans-papiers, de ceux qui sont en situation irrégulière, et pour mettre un terme à ces situations humaines difficiles et politiques difficiles du coup, où on a des familles qui sont là depuis 4-5 ans, depuis 4 ans, puisqu'après 5 ans, on rentre dans un autre dispositif, depuis 4 ans, en situation irrégulière, il faut attendre 4 ans avant que l'État français... Comment on fait pour accélérer les procédures? Alors justement, oui. Chez vous, François Sauvadet... Il faut d'abord éviter l'encombrement des tribunaux et puis que les décisions soient prises très rapidement. Chez vous, en Côte d'Or, François Sauvadet... Moi, je crois qu'un objectif de 8 à 10 mois
avec les formules de recours, il faut respecter le droit, c'est-à-dire que la personne qui arrive ici a le droit de se voir reconnaître son bon droit ou non, et que la bonne réponse à ces problèmes d'immigration, c'est l'application du droit. Simplement, notre problème, c'est qu'il faut 4 ans, là où on devrait le régler en 1 an maximum. Et alors chez vous, François Sauvadet, vous avez décidé de 350 suspendre... 000 personnes sur le sol français qui sont actuellement en situation, enfin de ce qu'on nous dit, c'était les chiffres de fin 2012, 350 000 personnes qui sont en situation de sans-papier. De non-droit. Bon, mais alors, chez vous, François Sauvadet, vous avez décidé de suspendre l'accueil des mineurs isolés étrangers. Vous avez décidé de prendre à bras-le-corps un problème réel chez vous, en Côte d'Or? Oui, c'est un vrai problème. Et j'ai essayé de le prendre à la fois humainement et en responsabilité. Qu'est-ce qui se passe sur les mineurs étrangers? Nous avons en France l'afflux de plusieurs milliers de personnes qui, parfois avec l'accord de leur famille, viennent ici, des jeunes entre 16 et 18 ans, parfois des jeunes majeurs, et qui se présentent sur le territoire national français et qui vont dans nos départements, puisque vous le savez, ce sont les conseils généraux qui ont en charge la protection de l'enfance. Donc je rappelle que vous présidez le Conseil général de Côte d'Or. C'est la plus lourde mission qu'on ait dans la République. Vous en avez combien chez vous? Actuellement, on est passé, on a pratiqué, de jeunes mineurs étrangers isolés, nous avons doublé en 5 ans. On est passé à 112. Et ce qui a mis le feu aux poudres, si je puis me permettre, c'est que face à l'afflux de ces personnes, Madame Taubira, la garde des Sceaux, a pris une décision, c'est de mieux les répartir sur le territoire national, mais sans tenir compte de ceux que nous accueillons déjà. Donc vous êtes en surcharge. Donc moi, on me disait, il faut en accueillir 14 de plus. Je ne sais plus faire. Je n'ai plus de place dans les établissements spécialisés. C'est une question de place. Bien sûr, il y a une question de place. Déjà, nous n'avons plus de place dans les établissements spécialisés qui peuvent les accueillir pour adolescents. Les 2 tiers des places sont actuellement disponibles en Côte d'Or, sont actuellement occupées par des jeunes mineurs étrangers. Et on ne peut pas continuer comme ça. Donc j'ai tiré la sonnette d'alarme. Je ne l'ai pas prise durablement, comme l'ont fait un certain nombre de collègues. J'ai prise pour 2-3 mois. J'ai vu d'ailleurs Mme Taubira hier sur les bancs de l'Assemblée pour lui dire qu'il faut qu'elle se saisisse de ce problème. Alors, le problème, c'est qu'on a des jeunes qui arrivent. Parfois, ce sont des jeunes majeurs. Et on n'a pas d'observatoire national. C'est-à-dire on ne les a pas recensés. Ces jeunes majeurs, par exemple, se présentent dans un endroit, ils sont reconnus majeurs, ils se représentent dans un autre département en se prétendant toujours mineurs. Moi, j'ai pris une décision très simple, c'est de vérifier d'abord qu'ils étaient bien mineurs. Avec 60 d'entre eux qui se sont présentés en Côte d'Or étaient en réalité des jeunes majeurs. Heureusement que le parquet a accepté qu'on puisse se soumettre à des tests pour vérifier leur âge. Deuxième sujet, sur ceux qui arrivent qui sont mineurs ou majeurs, qui se sont présentés. Des tests de quelle nature? Alors, ce sont des tests osseux, de dentition, etc., qui permettent de dire si un jeune, il est majeur ou mineur. Oui, parce que les états civils sont souvent soit déficients, soit attendez, ils arrivent mineurs et isolés entre 16 et 18 ans. Je ne sais pas. Alors, deuxième sujet que j'ai vérifié. Il n'y a pas une transgression là, de l'intimité de la personne? Attendez, le jeune se présente, il est mineur ou il est majeur? S'il est majeur, il est en situation régulière, ça fait l'objet d'une reconduite à la frontière. Sans quoi, comment vous allez régler le problème? Vous voulez en avoir s'il est mineur, il est à notre charge, s'il est isolé. Et chez nous, c'est 4,5 millions d'euros. Qui doit payer? Les Côtes d'Oriens. Ce poste-là coûte 4,5 millions d'euros. Je ne sais pas si vous voyez, pour 112. Non, j'allais vous poser la question. C'est 4,5 millions. Donc, quand vous multipliez ça à l'échelle d'une nation, vous voyez le coût. Donc moi, deuxième chose que j'ai vérifiée, je me suis dit, d'où viennent ces jeunes? Après tout, moi, je suis un humaniste. Pas les foutre dehors. D'où ils viennent? Ils viennent de 3 pays, curieusement, pour mon département. Angola, République démocratique du Congo, Congo-Brazzaville, qui sont des pays d'Afrique centrale qui sont côte à côte. Et moi, je dis qu'il faut vraiment s'attaquer à ces gens, ces mafieux, ces criminels qui organisent des venues de jeunes, parce qu'un jeune qui a 16 ans, qui est dans une province du Congo, comment voulez-vous qu'il adresse du Conseil général de la Côte d'Or? Franchement. Donc il y a des filières criminelles et mafieuses qu'il faut démanteler. Sur Internet, vous la trouvez en 2 secondes. Hein. Oui, mais d'accord. Mais enfin, si vous êtes jeune mineur étranger, venant après un long périple d'Afrique centrale, parfois sans maîtriser parfaitement tout l'environnement, etc., et que vous dites, je vais aller sur Internet trouver le truc, enfin, franchement, moi je veux bien, mais moi c'est pas la même planète. Il y a plus de distance aujourd'hui, c'est ça que je voulais dire. Non, je suis d'accord. Simplement, je dis, il faut démanteler ces filières criminelles. Et je demande aujourd'hui, et je vous le dis à votre antenne, que le chef de l'État prenne une initiative forte pour rassembler tous les pays, les 28 pays qui constituent l'espace Schengen, et qu'on puisse enfin se mettre autour de la table pour voir comment, ensemble, on va faire face à cette difficulté.
Très bien, nous allons marquer une première pause après toutes ces précisions locales sur la question du statut des mineurs isolés en Côte d'Or. Les 26 pays Merci de de nous avoir on les précisé réunisse tout cela. très rapidement. Voilà. Nous allons faire une première pause dans cette édition de Face aux chrétiens et nous retrouvons dans quelques instants notre invité François Sauvadet, vice-président de l'UDI. Merci, à tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour Face aux chrétiens avec notre invité François Sauvadet, vice-président de l'UDI, député et président du Conseil général de Côte d'Or. Il est interrogé aujourd'hui par Mathieu Castagnier pour La Croix, Romain Mazenot pour RCF et Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. C'est Louis Dauphren qui ouvre le feu de cette deuxième partie de Face aux chrétiens. Et on reprend sur notre discussion liée à l'accueil des mineurs étrangers isolés. 4,5 millions d'euros pour le département de la Côte d'Or, il y en a 112. Vous ne nous avez pas dit ce que vous faites des mineurs que vous n'acceptez pas, que vous ne pouvez pas recevoir. François Sauvadet. Qu'est-ce que vous en faites ? Jusqu'à présent, jusqu'à ce que je prenne cet arrêté mettant fin à l'accueil dans le département provisoire, le temps qu'on fasse le point avec le gouvernement sur cette question, jusqu'à la fin de l'année, on les a mis, pour certains d'entre eux, à l'hôtel, ce qui n'est pas satisfaisant. Des mineurs isolés à l'hôtel. Rendez-vous compte, des jeunes qui arrivent, des jeunes filles qu'on va mettre dans un hôtel, sans parfois le suivi nécessaire. C'est humainement impossible à supporter. Donc moi, j'ai porté ce sujet. Il y a maintenant une cellule nationale qui est chargée de les recenser, ces jeunes mineurs isolés, pour leur proposer des formules de placement. Donc il faut que ce soit plus équitablement réparti sur le territoire national. C'est simplement ce que je demande. Et puis qu'ensuite, je vous le dis, mais vraiment, je le dis avec tout le souci que j'ai des personnes accueillies, il faut vraiment qu'on démantèle ces réseaux mafieux. Il faut vraiment que les 26 pays de Schengen se mettent autour de la table pour combattre ce fléau de ces criminels qui acceptent que, parce qu'il y a de la misère, d'accompagner des gens pour vivre des situations qui sont aussi des situations de misère. Alors, ici. puisqu'on parle des mineurs isolés, forcément, Mathieu Castagnier va vous interroger sur... D'une famille devenue célèbre, celle de Leonarda. Qu'auriez-vous fait à la place du chef de l'État en vous apercevant que leur situation était irrégulière, que les recours avaient été épuisés, mais que l'arrestation avait peut-être manqué de discernement. Discernement, pour reprendre les termes du Qu'auriez-vous rapport. fait ? Il n'y a pas François de doute qu'aller chercher une jeune fille dans un bus scolaire, enfin voilà, ça pose quand même un petit problème réel. Mais enfin, au-delà, le problème de fond, c'est quand même qu'on en arrive avec la 5e puissance du monde, un chef de l'État qui va s'exprimer sur la situation de Leonarda dans un face-à-face. Enfin, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne formule. S'il devait intervenir, c'est pour rappeler que le droit doit s'appliquer et que là, toutes les formules de droit se sont appliquées, même s'il y a eu cette... c'est plus qu'une maladresse, voilà, aller chercher une enfant dans un bus, c'est pas humainement... mais il ne fallait pas lui proposer de revenir. Non, mais le droit est le droit. C'est ça. Enfin, franchement, ils ont épuisé toutes les formules d'appel. Puis vous voyez, après ça, on rentre dans un truc... après la famille, le père qui était là, il y a eu des violences, des vols. Enfin, je crois qu'il faut qu'on soit clair. Il y a un droit. Le droit, c'est celui, pour les gens qui sont accueillis, de voir respecter leurs droits. Et puis c'est celui aussi, pour un pays, d'appliquer le droit qui s'est fait en matière d'immigration, sans quoi il ne faut pas s'étonner qu'un jour ou l'autre, les plus extrémistes de nos compatriotes trouvent un écho dans le peuple français. Voilà, le droit, tout le droit. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans l'attitude des pouvoirs publics entre, justement, mener une procédure d'expulsion et en même temps scolariser l'enfant d'une famille dont on n'a pas précisément... une clairvoyance suffisante sur le statut. Enfin, on ne connaît pas précisément. Enfin, on connaît le statut. Vrai, en tout cas. Il y a une procédure. Est-ce qu'il faut scolariser les enfants dans ce cas ? Vous avez raison. D'ailleurs, il y a des procédures où on peut accueillir dès lors que les personnes sont restées plus de 5 ans. Il y a une circulaire qui a été passée dès lors qu'elles sont restées plus de 5 ans, un enfant a été scolarisé de plus de 3 ans. Je crois que la bonne réponse, c'est une réforme de ce système qui fait que quand on arrive sur le territoire national, en 8-9 mois, on doit pouvoir régler le problème des recours et dire s'il est en situation d'être accueilli ou s'il est en situation irrégulière et d'être dans une situation de retour dans son pays d'origine. Voilà. Donc pas de scolarisation. Raccourcir les délais. Que pendant ce temps, on ne laisse pas les enfants et tout cela en déshérence, évidemment, c'est quand même la moindre des dignités qu'un pays doit avoir pour ceux qui se présentent. Mais dans le même temps, la vraie réponse, c'est de raccourcir les délais. Il n'y en a pas d'autre. Si vous voulez respecter le droit de la personne et le droit de la société à dire quel est le chemin qu'elle veut prendre avec le gouvernement de la France et la justice. Voilà, c'est ça, c'est de raccourcir les délais. Mais ça, il y a une urgence à le faire. Hein. Sans quoi, vous allez voir, des Leonarda, on va en avoir des dizaines et des dizaines. Je rappelle que nous avons 350 000, d'après les chiffres qui sont à ma connaissance, 350 000 personnes en situation irrégulière dans notre pays.
Et lorsqu'il y a des enfants, ils sont scolarisés. Romain Masneau, RCF. Je voulais en revenir à l'actualité économique et sociale. Parmi les secteurs en grande difficulté, en crise, il y a l'agroalimentaire avec la GAD, la fermeture de l'abattoir GAD et 900 emplois supprimés. L'État a annoncé un plan d'aide à la filière de 15 millions d'euros, des exonérations sur l'écotaxe, etc. Est-ce que ça suffit ? Que peut faire l'État ? François Sauvadet. Attendez, il y a eu des difficultés en Lorraine, on a fait un plan Lorraine. Il y a des difficultés en Bretagne, on fait un plan breton. J'allais dire au gouvernement, quand est-ce qu'il va y avoir un vrai plan France ? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, à force de dire on va engager la compétitivité, soulager les charges qui pèsent sur l'entreprise, etc., et faire tout le contraire, hein, y compris dans les taxations, prochain projet de loi de finances, on va passer, je crois, 38% les taxations pour les entreprises de plus de 250 millions de chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'on va organiser là aussi les évasions fiscales. D'ailleurs, plus on taxe, moins on a de ressources. On a eu moins de TVA cette année de ressources, et on a moins de ressources sur les activités industrielles. 60 000 défaillances d'entreprises probablement d'ici la fin de l'année. 60 000, je ne sais pas où est le frémissement, mais moi je ne le ressens pas. Et c'est aujourd'hui 18 à 20 000 des très petites entreprises qui ont disparu. C'est donc pas simplement les grands sinistres dont vous parlez. François Sauvadet ? Chez vous, le climat économique, il est comment ? Est-ce qu'il y a des GAD chez vous ? Il n'est pas bon. Non, oui. Il n'est pas bon, j'ai des GAD, j'ai TRW, j'ai plusieurs entreprises qui connaissent des graves difficultés. Ouais. Donc je ne sais pas où est le frémissement. Ouais. Ce qu'il faut, c'est simplement, on peut pas. Il faudrait d'abord qu'il y ait une harmonisation européenne de toutes les charges qui pèsent sur le travail. Ouais, toujours, vous en appelez à l'Europe. Hein, mais bien sûr. Ouais. Mais il faut qu'il y ait cette harmonisation, sans quoi, qu'est-ce que font les entreprises ? Après, on regrette que quelques grands groupes font ce qu'on appelle de l'optimisation fiscale. Mais comme ils sont dans une compétition mondiale, les grands groupes, évidemment, ils vont faire de l'optimisation fiscale en Europe, là où c'est le plus favorable. Et s'il y a une urgence, c'est mener ce combat de la convergence salariale de nos systèmes de retraite, notamment avec l'Allemagne, et de la convergence avec, notamment sur les charges aussi qui pèsent sur les entreprises. Là, on les augmente. Le différentiel s'accélère. Comment voulez-vous que dans la compétition, y compris infra-européenne, parce que nous avons une compétition infra-européenne, comment voulez-vous que nos entreprises avancent alors qu'on charge leur sac à dos ? Enfin, il y a un moment donné, moi je dis au gouvernement, arrêtez le déclaratif, arrêtez les mensonges d'État. On ne peut pas dire d'un côté que vous soutenez l'entreprise, de l'autre côté, alourdir la barque de ceux qui ont 250 millions. Au nom de quelle justice ? Ce n'est pas au nom de l'emploi en tout cas, parce que la situation de l'emploi continue de se dégrader. Et moi je le constate, et tous les présidents de conseils généraux le constatent. On a aussi les effets de la crise sur la précarité de la société. On parle beaucoup des pertes d'emploi. Mais moi, je voudrais attirer votre attention sur le fait que le nombre de RSA a cru dans le département, parce que tous ceux qui ne retrouvent pas d'emploi au bout de 2 ans, on les retrouve dans nos systèmes sociaux. Derrière, c'est de la dégradation familiale. Il faut quand même avoir conscience qu'on a beaucoup de violences faites aux femmes, faites aux enfants, suite à des dégradations. Il y a une situation d'emploi, de perte d'emploi. Et donc ça, c'est un souci qu'on doit avoir en permanence. Il y a une précarisation de la société aujourd'hui. Global. Et on a même des travailleurs, des gens qui sont des femmes qui se retrouvent seules avec 2 enfants, qui se retrouvent à travailler à 80% et qui sont dans une situation de très grande précarité. Donc je dis que la situation est grave dans notre pays. Et en plus, on a rechargé la barque de l'impôt. Enfin, moi, je me demande sur quelle planète on est. Je me demande si le Parti socialiste est sur la même planète que ceux qui vivent les Français. Nous sommes bien sur la planète France, et c'est sur cette planète que Mathieu Castagnier vous interroge pour la Toujours sur les sujets économiques. En matière d'emploi, le gouvernement a misé beaucoup de sa crédibilité sur un retournement de la courbe du chômage d'ici la fin de l'année. Il a l'air d'y croire de plus en plus. Les économistes disent qu'avec les emplois aidés, c'est possible. Est-ce que vous croyez que c'est possible ? Est-ce que vous pensez que ça suffira ? François Sauvadet. Moi, je vais vous dire franchement, je l'espère. Qui peut se réjouir des mauvais chiffres du pays ? Enfin, franchement, pas moi, ni personne, aucun responsable politique. Simplement, je constate que ce ne sont pas les bonnes orientations et en plus les emplois qu'on est en train de créer. Moi, je veux bien qu'on en crée lorsqu'il s'agit d'emplois qui vont trouver, que ce ne soit pas simplement des emplois occupationnels. Parce que dans 3 ans, on va les retrouver sur le marché. Donc effectivement, il peut y avoir une légère baisse liée à ces emplois jeunes. Mais vous avez vu, les emplois génération, ça ne marche pas. Hein, les seniors ne trouvent pas de boulot. On est dans une situation où il faut redonner de la vigueur à l'économie. On ne le fera pas en alourdissant leurs charges. Voilà ce qui est en train de se passer. Louis Dauphren. Et ça se passe surtout. Les plans épargne-action, vous avez vu, sur les nouvelles charges qui vont peser sur... Bon, voilà, arrêtez de charger la barque. On n'en peut plus. Les Français n'en peuvent plus. Comment voulez-vous qu'on lance une économie en chargeant plus la barque que ne le font l'ensemble de nos collègues voisins, etc. Pourquoi ? Parce qu'on ne s'est pas attaqué au vrai problème. Le vrai problème, c'est la réforme de l'État.
Regardez, moi j'assume Vous le avez fait... été ministre de la fonction Oui, j'étais publique. ministre de la fonction publique. J'assume le fait qu'en 5 ans, nous avons réduit le poids de notre charge d'appareil d'État de 150 000 fonctionnaires. Je l'assume. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est affiché comme objectif? C'est 2000 fonctionnaires de moins sur l'année. On est en train de recréer 60 000 postes. Enfin, il n'y a pas un pays au monde qui augmente son nombre de fonctionnaires. 20% de l'emploi est lié à la fonction publique dans notre pays. Enfin, il faut réformer l'État. Alors, on sent bien votre indignation, François Sauvadet. 360 milliards de budget. Juste un mot là-dessus. On a quand même plus de 110 milliards qui sont des charges liées au traitement de nos fonctionnaires d'État et au traitement et à leur retraite, à leur pension. Parce que quand on embauche un fonctionnaire, on ne le prend pas pour 10-15 ans, etc. J'ai fait rentrer le CDI dans la fonction publique pour la moderniser. Et puis le délai de carence. Mais c'est une honte, je le dis, une honte publique. Franchement, j'avais obtenu... Non, mais je vous dis juste ça. On dit que ça coûtera 160 millions. Mais quand même, qu'une personne fonctionnaire est absente une journée, bah, il était très juste que la première journée, comme ça se passe dans le privé, pas de traitement, pas de salaire pour la première journée. On Bah, parle c'est des tout à congés fait. maladie, juste. Les congés maladie. Sauf pour les congés de longue maladie, où Voilà. là, il n'y avait pas de délai de carence. Donc j'ai mis le délai de carence. On remet en cause le délai de carence. On me dit que ça va coûter 160 millions. Mais attendez, ça va faire réduire l'absentéisme de confort dans la fonction publique hospitalière, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique d'État. On remet en cause ça, puis on nous dit que c'est juste. Enfin, franchement, on est en train de créer des tensions artificielles inutiles. Alors, on a bien compris vos indignations, François Sauvadet. Ah oui, là, je suis... Louis Dauphren. Là, je l'ai dit d'ailleurs à Mme Lebranchu au gouvernement, je trouve que c'est une faute d'État. C'est un mauvais signal de le dire. Il y a une France qui serait protégée et puis une autre France qui serait exposée. C'est pas la France telle que je la conçois. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Est-ce qu'il n'y a pas non plus trop d'élus, François Sauvadet? 930 élus, je crois, pour la France. On a de quoi gérer l'Europe entière avec ça. Ouais, enfin, vous savez, il faut manier tout ça. Si vous avez un meilleur système si vous êtes que celui de la logique avec démocratie pour faire vivre Notre un pays, millefeuille, on fait quoi, François vous Sauvadet? me On fait quoi téléphonez, vous me faites part de votre suggestion. Moi, je suis pour la démocratie. Maintenant, est-ce que notre Merci pays... de nous rassurer. Ah Mais oui, bon, il n'y a pas de meilleur système que d'élire On les est gens. d'accord. Jusque-là, tout va bien. Mais Et puis notre pour une millefeuille durée territoriale, donnée qui on fait rende quoi? compte. Bon, il n'y a pas de meilleur système. Donc il ne faut pas crier à rose sur les élus. Bon. Surtout que, je vais vous le dire, on va avoir, avec la fin du cumul des mandats, que je peux comprendre, qui est dans l'air du temps, etc., on va avoir un vrai problème de recrutement pour assumer des fonctions publiques demain, croyez-moi. Hein. Et donc, là-dessus, on fera un bilan dans le temps. Bon, la vraie question, est-ce qu'il y a trop de strates? Voilà. Est-ce qu'il y a trop de couches dans notre... Voilà, c'est ça la question. Est-ce qu'il faut supprimer le département? Nous, on avait fait une supprimer le proposition. département? Moi, Que Faut-il pense le supprimer président le du Conseil département, général? monsieur Ouais, le non, mais président je du ne sais Conseil pas général? Voilà. s'il faut supprimer le département. Il faut se dire qu'est-ce qu'on attend de l'organisation territoriale d'un pays. Notre pays est en train de se recentraliser. Les décisions, maintenant, tout repasse par l'appareil d'État. Est-ce que c'est la bonne solution dans un pays qui doit révéler ses territoires? On parlait de la Bretagne, elle a ses forces, ses atouts. La Bretagne, c'est pas la Bourgogne. La Bourgogne, c'est pas l'Auvergne. L'Auvergne, c'est pas l'Alsace. Chaque territoire a sa spécificité. Ce qu'il faut, c'est réveiller non pas les identités, mais les forces propres à chaque territoire. Qui peut mieux le faire que la décentralisation? Quelle feuille du millefeuille? Voilà. Les gens Moi, estiment que c'est on trop touche à complexe quoi, et qu'il y a François trop de Sauvadet? feuilles dans le millefeuille. Quelle feuille vous proposez de supprimer? Moi, touche à je vais quoi? vous dire. Ce que je souhaiterais dans nos organisations telles que je la rêve, d'abord, on ne touche pas aux communes. Parce que dans Il y les a pas trop de 36 000 communes en communes France. de 36 mais 000, non, mais attendez, on dont touche 30 pas. 000 de moins de 2 000 Vous avez, habitants. ce sont des bénévoles qui sont à la tête de ces communes-là. Alors après ça, qu'on organise les communes en communauté de communes, c'est ce qu'on est en train de faire. Mais pensez à tous ces bénévoles, tous ces gens qui entretiennent ne serait-ce que la place du village. Les églises. Oui, puis les églises, absolument. Bon, deuxième strate. Qui va assurer demain les solidarités? Alors, on a dit, on va faire des grandes agglomérations, elles doivent avoir une autonomie. Qui va assurer demain la solidarité? Vous parlez des églises. Moi, j'étais extrêmement troublé, vous savez, par le fait qu'un maire fasse un sondage pour savoir si la restauration de l'église était bien une priorité. Quand on en arrive là, quand on voit le sentiment aussi de désespérance de gens qui ont été victimes d'inondations et qui, après plusieurs mois, en sont à bloquer leur village parce qu'ils se sentent abandonnés, cette France périphérique, cette France des oubliés, qui va assurer les solidarités territoriales de proximité? Moi, je ne suis pas départementaliste. Donc la commune, on la garde. La commune, on la garde. On fait des groupements de communes pour faire la gestion Là-dessus, ensemble. vous êtes d'accord? Tout à fait d'accord. Ça, on garde. Ok. On garde. Les cantons. On le fait de manière structurée, de manière à faire des économies de gestion dans chaque commune, ça c'est sûr. Mais on garde ce bénévolat. Ensuite, moi je crois que le département doit rester l'échelon en charge de l'action sociale
et doit rester l'échelon en charge de la proximité territoriale et des péréquations territoriales. Et puis, c'est là, au niveau des grandes... Maintenant, il faut qu'on fasse des grandes régions qui soient à l'échelle européenne. C'est là où ça doit se passer. Avec un État décentralisateur qui confierait beaucoup de ses missions, notamment développement économique, développement touristique, à ces régions pour redonner du souffle. Je crois que tous les grands pays qui ont réussi sont des grands pays à structure fédérale. Oui, mais on va dans le sens, François Sauvadet, on va dans le sens d'une augmentation du nombre de fonctionnaires territoriaux. La décentralisation a La créé Cour des énormément comptes de a fonctionnaires. pointé, la Cour des comptes Oui, mais a enfin, pointé la ça. Cour des comptes, Depuis les lois de Moi, j'aime 82, il y Est-ce qu'il y a a une trop de monde inflation chez du vous nombre en de Côte fonctionnaires d'Or, Moi, j'aime territoriaux. beaucoup la Cour des comptes. J'aime beaucoup la Quoique- Cour des comptes. Mais enfin, moi, j'aime mieux les contrôles des comptes plutôt que les contrôles de l'opportunité. Est-ce que vous avez recruté chez vous en Côte d'Or, François Sauvadet? Ah non, mais moi, je viens de baisser, franchement, je viens de baisser la Chambre régionale des comptes, précisément, on Oui. vient de le souligner, de 22% en 4 ans ou 5 ans, les frais généraux du Conseil général de la Côte d'Or. 22 à 22%. 22%. Aujourd'hui, j'ai restructuré complètement le Conseil général et, je le dis, nous n'embauchons plus de fonctionnaires. Voilà. Alors, le départ ne sont pas compensés, ou en tout cas, ils sont compensés après avoir une justification. On est en train de regarder l'efficience. J'ai mis en place un contrôle, une évaluation de chaque dépense. C'est comme ça qu'il faut qu'on procède. Alors, On sent l'ancien ministre de la fonction publique. Mais là. oui, puis en même temps, je suis très attentif aux risques psychosociaux, je suis très attentif aux personnes. Je vais installer un médiateur auprès du directeur général des services pour que quelqu'un qui est en souffrance dans son métier, qui a une difficulté, etc., auprès de qui il va aller? Il ne va pas aller voir son chef avec le sentiment d'être déclassé vis-à-vis de son chef. Donc il faut créer il faut être très attentif dans les périodes de crise à la situation de chacun et en même temps ne pas renoncer à l'esprit de réforme, parce que si on y renonce, on est mort. Et sur la fonction publique, l'État est coupable, je le dis aujourd'hui, le gouvernement est coupable de ne pas engager des réformes de structuration. Il procède au plus commode, il demande tous les efforts de suppression de postes, ils sont trop peu nombreux aux armées notamment, puisque 60% des suppressions de postes vont peser sur 5% de notre effectif de la fonction publique. Voilà. Alors on la caresse dans le sens du poil parce que c'est un électorat présumé, mais on est en train d'organiser l'asphyxie de notre pays. Voilà ce que je dis simplement. L'asphyxie économique et politique On du arrive pays. au terme de cette seconde partie de Face aux chrétiens. Peut-être une dernière question de Romain Mazenot. Oui, dans les difficultés, dans les entreprises en difficulté, il y a aussi PSA là, qui a un nouveau contrat social qui doit être validé par les syndicats aujourd'hui, avec en gros un gel des salaires, en contrepartie la garantie de ne pas fermer de sites supplémentaires d'ici 2016. Est-ce que cette entreprise a encore, qui était quand même un mythe français, a encore une chance de s'en sortir? Est-ce que son salut passe par l'Asie, par exemple? Vous parlez chinois, François Sauvadet. Oui. Moi d'abord, j'ai mal vécu l'épisode gouvernemental où, vous vous rappelez, Montebourg attaquait les patrons, attaquait le patron de PSA. La famille Peugeot. La famille Peugeot, etc. Enfin, franchement, c'était pas bien. Si Peugeot s'est retrouvé en difficulté, c'est précisément parce que, contrairement à Renault ou à d'autres, il a souhaité conserver l'emploi sur le territoire national. C'est ça qui l'a mis en difficulté. Non, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on se met en perspective pour les modèles qui vont devenir hybrides, électriques, etc. Vous voyez les évolutions énergétiques, enfin, de nouveaux modèles énergétiques. La croissance verte, c'est là où elle peut trouver tout son sens. Et donc là, il faut miser à fond sur ces nouveaux modèles. Et c'est ça un des enjeux technologiques. Après ça, ça renvoie au débat sur ce qui est en train de se passer. Et la taxation, par exemple, sur les grands groupes, au-delà de 250 millions de chiffre d'affaires, on les taxe. On charge le sac, comme vous dites. Charge, voilà, 36-38%, etc., ce qui nous met en pôle position. Est-ce que c'est le bon moment? On ne peut pas investir si on ne fait pas de bénéfices. Et vos bénéfices vont servir à l'investissement. Est-ce que c'est le moment de les taxer? Donc ça pose d'autres questions que la simple question de la délocalisation. D'autre part, il faudra aussi qu'on ait une stratégie européenne. Ça, c'est clair que sur les politiques industrielles, y compris automobiles, il y a des grands groupes comme Volkswagen, comme des grandes marques qui réussissent bien, parce qu'elles ont réussi à s'installer dans un marché qui n'est pas qu'un marché de niche, européen. Et celui-là, il ne faut pas l'abandonner non plus. On a bien compris. Donc il y a une réorganisation à avoir. Votre insistance sur l'Europe, François Sauvadet. Nous allons marquer une dernière pause. Sur une stratégie de grand groupe sur les stratégies de grand groupe. Très bien. Nous allons marquer une dernière pause dans cette édition. En Chine, on peut aller regarder avec nos voisins en Europe. Quelle convergence on peut Toujours trouver sur la politique automobile. On l'a fait sur l'espace. On vous a grande réussite et sur l'aviation.
Nous marquons une dernière pause dans cette édition de Face aux Chrétiens. Vous restez avec nous. Dans un court instant, nous retrouvons notre invité François Sauvadet, vice-président de l'UDI, président du Conseil général de Côte-d'Or. A tout de suite, merci. Retour sur le plateau de KTO pour la dernière partie de Face aux Chrétiens. Notre invité est François Sauvadet, vice-président de l'UDI, député et président du Conseil général de Côte-d'Or, ancien ministre de la fonction publique sous le gouvernement Fillon. Il est interrogé par Mathieu Castagnier pour La Croix, Romain Masneau pour RCF et Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. C'est Romain Masneau qui ouvre le feu de cette dernière partie de Face aux Chrétiens. Alors, est-ce que sincèrement vous avez été choqué ou surpris par les révélations sur l'espionnage américain, sur les millions de données en France? François Sauvadet, votre téléphone est-il sur écoute Moi, par les Américains? Je ne sais pas si je suis dans les millions de personnes concernées. Mais probablement. Bon, moi, je trouve que je suis toujours extrêmement préoccupé par ces immixtions au nom de la protection, du territoire, d'un territoire, dans la vie privée des gens. Enfin, je crois qu'on se donne tous les moyens pour lutter contre les réseaux terroristes, les réseaux mafieux, etc. Mais enfin, quand je vois ces écoutes généralisées, c'est Big Brother, ça fait un peu... Mais nous faisons la même chose, François Sauvadet, non? Les services français vous écoutent aussi. Je crois que la bonne décision, là aussi, c'est que nos services de renseignement et nos gouvernements, nos gouvernants se mettent d'accord sur les limites qu'on doit mettre à l'exercice. Ça vaut pour nous, pour nos services de renseignement, puisque je n'ignore pas, pour être membre du gouvernement, je n'ignore pas que nos services de renseignement font leur travail et font bien leur travail. Et donc, mais dans le même temps, il faut que ce soit dans le respect de la vie privée. Mais ça ne concerne pas d'ailleurs que les services de renseignement, ça concerne aussi tous nos jeunes, hein, vous savez, qui doivent être prévenus au sens littéral du terme des risques qu'ils encourent à jouer avec Twitter, Google, etc., à mettre les photos ou des choses qui relèvent de leur vie intime sur les réseaux sociaux, sur leurs réseaux sociaux, en oubliant presque, en pensant que c'est confidentiel, alors que ça peut se retrouver. Donc il faut, là, je pense que nous avons, nous les familles, nous les pouvoirs publics, vraiment une alerte à faire à nos jeunes. Un devoir d'alerte. Je pose le problème, évidemment, oui, bien au-delà de l'espionnage, mais des problèmes plus global où les informations qui sont sur nos appareils, nos appareils, etc., nos tablettes, dès lors qu'elles sont rentrées, ne sont plus confidentielles, ne nous appartiennent plus totalement, même si elles relèvent de notre vie. Et oui. Ça, c'est quand même un vrai problème. Nous le savons tous, mais c'est ce qui nous permet de regarder. Internet, moi, j'ai commencé à faire ça, mais je crois qu'il faudrait le développer. À ce qu'on ait un débat avec nos jeunes aussi, ça concerne aussi l'Église, ça doit concerner les associations familiales, etc., tous les parents, pour prévenir nos jeunes des risques qu'ils encourent, parce qu'on est dans un monde hautement technologique et hautement mobile. Mathieu Castagnier-Lacroix, puis Louis Dauphren. Mais ça me choque, voilà. Je voudrais vous ramener sur les questions de fiscalité, en particulier l'écotaxe qui crée beaucoup d'émoi. Donc ça consistera à faire payer les poids lourds qui vont circuler sur les routes départementales et nationales et qui est extrêmement contestée en ce moment. Et c'est une décision qui est issue du Grenelle de l'environnement, prise par le gouvernement auquel vous avez appartenu et que vous avez soutenu. Est-ce que c'était une mauvaise décision? Est-ce que c'était une mauvaise décision? Est-ce que vous la regrettez au vu des problèmes de mise en place pratique qu'elle semble poser? Les Bretons sont vent debout contre. Ah oui, j'ai bien François Sauvadet. J'ai bien vu, d'ailleurs, Thierry Benoît, l'un de mes collègues bretons, ne manque pas de porter le sujet au Parlement et il est membre de mon groupe. La question de la taxation sur les transports, elle a été votée à l'unanimité. Donc, quand j'entends le gouvernement qui en rejette la faute sur les uns sur les autres, enfin, franchement, c'est pas sérieux. Elle a été votée à l'unanimité. C'est une bonne mesure. Elle a été prise il y a 7 ans, dans le cadre d'un Grenelle. Simplement, il y a une telle saturation des taxations, etc., et des normes qu'on rajoute aux normes, qu'aujourd'hui, la mettre en place, je pense que c'est pas un bon signal. Il faut y renoncer dans l'immédiat. Il faut y renoncer. Mais bien sûr. En dépit du vote à l'unanimité. Oui, mais il y a 7 ans. Il y a 7 ans, ce n'était pas le même contexte économique. Et toute taxe supplémentaire aujourd'hui, dans des situations qui sont de crise, notamment, ça vaut pour les produits alimentaires, ça vaut pour l'agroalimentaire, je pense notamment à la Bretagne. Donc, toute taxation supplémentaire. Alors, évidemment, je pense qu'il ne faut pas y renoncer dans son principe, mais qu'il faut le reporter, son application, pour qu'on se mette bien d'accord sur les secteurs qui devraient être préservés. Mais en même temps, pourquoi ne pas y renoncer? Parce qu'en Allemagne, ça marche.
que tous les camions qui transitent par la France, et nous sommes une grande zone de transit, étrangers notamment, ne payent pas. Mais en même temps, il ne faut pas que ça devienne une fragilité pour notre propre économie. C'est ça. C'est pour ça que je dis au gouvernement, Donc, on reporte. mettons une pause, remettons-nous autour de la table pour travailler sur les conditions de son application, secteur par secteur, économie par économie, en y associant les transporteurs, et voyons les conditions de son application, mais avec les acteurs économiques, pas sans eux. C'est un problème de méthode politique aussi. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Je reviens à quelques éléments que vous avez mentionnés. Je trouve qu'il y a une... Je crois que c'est assez clair là-dessus. Hein. Oui, mais Allez-y, on finit sur ce sujet, Nicolas, c'est je plus voulais simple. juste vous demander, toujours sur le sujet, à vous écouter, on a le sentiment que vous dites, en gros, la crise est trop sérieuse pour qu'on se préoccupe d'écologie. C'est pas ce que je dis. François Sauvadet. Vous dites, on fera ça quand la situation économique parler ira mieux. d'automobile, vous m'avez entendu, et je trouve que les efforts de recherche doivent être plus vigoureusement, heureusement encore qu'on a conservé, que le gouvernement a conservé le crédit impôt recherche, qui est quand même... heureusement qu'il l'a conservé, mais en même temps, il faut encourager la recherche. Donc je pense qu'il y a une croissance verte qui est en perspective. Simplement, je le dis qu'il faut le faire progressivement pour que les changements de modèle ne soient pas brutaux et ne viennent pas accélérer un processus de crise qui est lié à la mutation et à la crise économique. Donc c'est un problème de contexte et de tempo, c'est tout. Mais je dis, n'y renonçons pas, mettons une pause, rediscutons sur les conditions de son application pour l'écotaxe, et puis ensuite, avançons, mais ne renonçons pas. Voilà. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Oui, je renoue avec le fil de propos précédents que vous avez pu tenir. Je trouve qu'il y a je ne sais pas s'il y a une contradiction un peu dans votre approche, mais Vous allez m'aider à la lever. Louis Dauphren, au fait. Oui, sur la notion de territoire. On a bien vu vous vous accrocher à des territoires locaux que vous voulez fortement constituer, en même temps dont vous êtes pour des grandes régions décentralisées, tout cela. Vous avez reconnu que vous étiez globalement submergé par le phénomène des mineurs étrangers isolés, mais en même temps, vous êtes pour l'espace Schengen, qui a quand même un lien, alors qu'il y a quand même un lien de cause à effet. La question est, Louis Dauphren. La question est que le rapport au territoire, sur les écoutes téléphoniques, vous nous dites simplement qu'il faut un débat en interne, sans voir qu'il y a quand même une logique de puissance des États-Unis et une logique d'impuissance de l'Union européenne, alors que vous êtes pour l'Union européenne. La question, Et donc, je trouve qu'il y a une Louis notion de Dauphren. territoire, je ne sais pas où vous la situez, cette notion de territoire. Où est le sol dans la notion de droit du sol aujourd'hui? Bon, moi je voulais... écoutez, je vais être extrêmement clair. Il faut à la fois mieux s'organiser en Europe, et tous ceux qui pensent que c'est le retour des frontières françaises qui vont régler le problème de l'immigration, ils se trompent. Mais pas que sur l'immigration, il y a un phénomène. La ville de Détroit, par exemple, Non, non, aujourd'hui mais en je faillite, vous dis aujourd'hui, déjà- c'est ce qui nous guette. Grosso modo, c'est un Attendez, phénomène à Détroit qui nous guette. déjà, je vous réponds François sujet Sauvadet. par sujet. Sur les problèmes d'immigration, il faut faire un point, évidemment, entre les 26 pays de Schengen. Il faut regarder ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et comment on peut régler le problème. Il y a des problèmes franco-français qu'il faut régler, je vous l'ai dit. Un, Les délais. On a les compris, délais. c'est Deux, d'accord. des problèmes européens, c'est de lutter contre les filières d'immigration clandestine, etc. D'accord. Il faut le faire avec résolution. Il faut regarder les moyens qu'on a consacrés, notamment pour Frontex, qui est la police, entre guillemets, qui doit surveiller tout cela. Et je pense qu'il n'y a pas assez de moyens. On a 50 000 kilomètres de frontières, dont 7 000 kilomètres de frontières terrestres dans l'espace Schengen. Bon, donc il faut quand même des moyens pour contrôler tout ça. Deuxième chose, je pense que l'Europe est notre avenir, une Europe fédérale, une Europe qui soit davantage engagée, qui puisse discuter. Sur la question des écoutes, je vous l'ai dit, ça me choque. Une fois que j'ai dit ça me choque, très bien. Je dis simplement qu'il faut que ça se passe à l'échelle de l'Union européenne. Comment vous allez peser face Mais aux par exemple, États-Unis est-ce que vous quand êtes vous êtes le favorable- Luxembourg, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, séparer la France? Est-ce que vous êtes favorable au traité qui a été signé en 2010 de transfert des données, bancaires européennes au Trésor américain dans le cadre de la lutte contre le terrorisme? Est-ce qu'il faut transmettre automatiquement nos données aux États-Unis? Je pense que la lutte contre le terrorisme est une priorité des priorités. Ça passe aussi par la question du blanchiment de l'argent et que tout échange d'informations pouvant lutter contre ces formidables sommes qui transitent et qui servent à alimenter des réseaux terroristes avec des pauvres gars qui en D'accord, donnent... on sait que ça peut être Bon. étendu à d'autres sujets. Eh bien, ça peut être étendu à d'autres sujets. Simplement, ce que je dis, il faut protéger la vie privée également. Voilà, parce que je suis humaniste. Et donc, je me dis que si on veut compter dans l'espace, il faut qu'on se mette d'accord dans l'espace européen. Pas tout l'espace européen. Je ne suis pas favorable à l'entrée de la Turquie. Donc, je ne suis pas un Européen complètement béat. Je pense au contraire qu'on est une Europe qui est dans le gué parce qu'elle n'a pas suffisamment franchi toutes les étapes. On a une monnaie unique, il faut qu'on ait une convergence économique et sociale. Comment voulez-vous vivre dans un espace quand on n'a pas les mêmes règles dans le sac à dos d'un pays à l'autre?
Bon, Donc voilà il faut ce aller que je jusqu'au dis. bout de l'Europe. C'est-à-dire il faut aller vers une Europe fédérale. Voilà ce que je crois. Mais on y Très arrive. bien. On Non, vous a n'est bien pas compris. dans une Europe fédérale, je suis désolé. On Il est faut dans aller une plus Europe loin. monétaire. On n'est pas dans une Europe fédérale. Regardez la politique de défense, elle n'est pas là. La politique étrangère, qu'est-ce qu'on était capable de dire dans le monde? La France est allée quand même le sabre au clair pour aller dire il faudrait qu'on fasse la guerre à M. Bachar el-Assad, puis d'un seul coup, les États-Unis signent fin de récré, on se parle, on détruit les armes chimiques, la France remet son sabre dans l'étui et rentre chez elle. Vous croyez que c'est ça l'avenir du pays? C'est pas Donc mon vous avis. en appelez à plus C'est et pas mieux mon point d'Europe. de vue. Et dernière chose, je pense qu'autant il faut un échelon européen, autant il faut un échelon national qui puisse garantir les cohérences territoriales, autant l'échelon de proximité, c'est le premier échelon de vie. Et ça, je n'y renoncerai pas. Très bien. Si vous voulez qu'il n'y ait pas cette France périphérique, cette France des oubliés, cette France des gens qui ne se sentent plus accompagnés dans leur vie, regardez ce qui se passe dans le pays. Regardez s'élever On le vous a bouclier. compris, François Moi, je suis Chauvenet. pour une France de la proximité en même temps qu'une France de la responsabilité du vivre ensemble. Voilà mon projet politique. Proximité C'est sur ça que je me et bats. proximité et Europe, on a bien compris. Voilà, exactement. Votre double foi, François Sauvadet, merci à vous. Je rappelle que vous êtes vice-président de l'UDI, député et président du Conseil général de Côte-d'Or. La semaine prochaine, l'invité de Face aux chrétiens sera Henri Guénaud, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, aujourd'hui député des Yvelines. D'ici là, vous pouvez évidemment retrouver notre émission sur les sites de KTO, La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. À la semaine prochaine, merci à tous.